SNK est terminé, c'est officiel, le chapitre 139 est maintenant dispo et aujourd'hui ça va être l'heure de la review, la dernière pour Shingeki no Kyojin en ce qui concerne le manga papier. Alors aujourd'hui ça va être aussi l'occasion de faire une sorte de bilan autour de cette fin. Est-ce que je suis satisfait ou pas? Est-ce qu'il y a des déceptions? Je vais développer tout ça aujourd'hui et sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji. Et oui, c'est la dernière publication d'Hajime Isayama. Ça fait bizarre. On s'y est tous habitués, hein, n'est-ce pas? Depuis des années à suivre ce manga tous les mois, à l'attendre, à faire des théories, etc. Ben, c'est fini. Et j'aimerais commencer par ceci, j'aimerais remercier Hajime Isayama. Je vous invite à le faire sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Il y a le hashtag Thank you Hajime Isayama. Ça a été un des auteurs qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a même redonné goût au manga. C'est pour dire, avec sa qualité d'écriture qui me fait penser à un roman, ça m'a beaucoup inspiré. Et écoutez, si j'ai envie aujourd'hui de partager de nouveau cette histoire, ce rêve d'enfance que j'ai, cette fiction que j'ai en tête, eh ben, en partie, c'est grâce à Monsieur Isayama Sensei, donc arigato gozaimasu, otsukare-sama desu. Et écoutez, aujourd'hui, on va faire un bilan pour commencer cette vidéo. J'ai envie de vous dire qu'on risque de pas trouver un manga avec une telle qualité d'écriture avant très longtemps. Je pense qu'il va inspirer une nouvelle génération de mangaka avec des œuvres mieux travaillées sur le scénario, peut-être des publications mensuelles. Ça serait une solution, ça permettrait d'avoir une période pour développer le scénario, un bon storyboard et par la suite s'attaquer aux finitions. En tout cas, le bilan autour de cette œuvre, alors on m'a posé la question sur la réaction en direct, j'ai fait une vidéo, un stream réaction sur ce chapitre. Qu'est-ce que j'en pense, déçu ou pas? Je trouve que c'est un bon chapitre, ce 139, ce dernier chapitre. Il clôt l'histoire de SNK. Il a le mérite de revenir sur des éléments passés. Et ça, Isayama réussit à nous surprendre. Je pensais pas qu'il réussirait à le faire de nouveau. Il m'a arraché certains cris de surprise. On va y revenir tout à l'heure, mais je trouve qu'il a bien maîtrisé son sujet, encore une fois, sur l'écriture, son foreshadowing, les événements prévus à l'avance, dont on a enfin les explications maintenant, tout cela est bien cohérent. Voilà, je trouve que les éléments, les uns avec les autres, se lient, les uns aux autres, vous verrez, je vais développer ça. Il y a des scènes, par exemple, qu'on va retrouver, qui font référence à des passages du début de Shingeki no Kyojin. Notamment ce passage où le commandant Muller demande est-ce que vous êtes des humains ou des titans? Ça fait référence bien sûr à la saison 1 avec Eren, souvenez-vous, hein, qui protégeait Armin et Mikasa, et on lui demandait est-ce que tu es un titan ou un humain? Et on tire ce boulet de canon, il se transforme en catastrophe pour l'arrêter, donc voilà, ça m'a tout de suite fait penser à ça, il y a plein de références, plein de symboliques, c'est un chapitre très symbolique, beaucoup d'images pour que ce soit très intense, émotionnel. Je pense que beaucoup de gens ont dû pleurer. Moi, ça m'est arrivé en direct, c'est pour dire, alors que je devais commenter en même temps, etc. Donc ça retire beaucoup de concentration, d'émotion. Euh, je pense que ça a dû être très efficace là-dessus sur le point émotionnel. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, en tout cas, je pense que ce chapitre fait mouche. Alors oui, il y a sûrement des déçus. Et c'est évident, pour chaque fin d'œuvre, et pas que les mangas, pour une œuvre en général, il va y avoir des déçus parce que on suit l'œuvre tout le long et on s'imagine nous-mêmes une fin. On va avoir une fin en tête. Faites le test avec les romans, les bouquins que vous avez pu lire, les mangas, les animés que vous suivez, les films, les séries. On s'imagine automatiquement la fin et bien sûr, elle correspond rarement. Donc, parfois, on peut être agréablement surpris à se dire ah j'aime bien ce déroulement et des fois, ça va pas être le cas. Et avec Shingeki no Kyojin, euh, l'auteur a fait un choix très complexe, hein, courageux, c'est de faire de son personnage principal un antagoniste. Et c'est là que tout change. Voilà. Tout change parce que Eren doit adopter ce rôle, et pour certains,
pendant longtemps, ça a été simplement de protéger ses amis, mais en fait, c'est plus profond que ça, c'est de supprimer le pouvoir des titans et de prendre la haine du monde entier sur lui et disparaître avec elle. Et ça, bien sûr, c'est un développement qui ne sied pas à beaucoup de lecteurs, parce que, voilà, c'est une fin terrible, tragique pour ce personnage principal que beaucoup de gens apprécient, malgré l'horreur qu'il a commise. Et je peux comprendre qu'il y ait des déçus, mais c'est comme cela. Cette œuvre, en tout cas, a le mérite de se terminer et de rester cohérente, même si dans ce chapitre, je trouve qu'il y a des répliques un petit peu bizarres. Le chapitre va un petit peu trop vite, du coup, il y a des scènes qui auraient mérité à être développées. Ça se ressent beaucoup, tant dans les scènes de combat, ça pouvait passer avec le dynamisme, etc. On s'en rend pas toujours compte, mais là, dans les explications, notamment dans le flashback avec Armin, le changement de scène, des fois c'était assez grossier, on se disait «Ah! Ici, Dina qui a été contrôlée par Eren, on aurait aimé un développement?» J'y reviendrai tout à l'heure, ce n'a pas été le cas. En tout cas, écoutez, je pense que je vais commencer la review du chapitre en lui-même. Donc, on va faire comme d'habitude, hein, je vais avancer, commenter. Bien sûr, c'est flouté, à certains moments, je leverai le flou pour les scènes très intéressantes. Donc, on commence ce passage, bien sûr, avec la surprise. Eren enfant, Armin enfant, se demande ce qu'il se passe. Mais tout de suite, on comprend que il est question du grand terrassement, donc ce n'est pas une scène qui s'est déroulée lors de leur enfance, c'est imagé, encore une fois. Donc, le titre du chapitre, faire face à l'arbre en haut de la colline, sur la colline. Donc ça fait bien sûr référence à la fin du chapitre. Euh, donc très vite on se rend compte que ce déroulement fait écho à ce qu'on a observé avec Mikasa dans la publication précédente, c'est-à-dire que finalement, on a la réponse autour de ce chapitre 138. Est-ce que c'était une timeline, un rêve? En fait, c'était un message d'Eren qui a été donné à Mikasa en amont et qu'elle a oublié le temps du combat. Alors, on peut s'interroger sur les mots de tête. Ça encore, ça reste flou. Est-ce que c'est lié à la situation des Ackerman? Est-ce que c'est lié à Ymir qui voulait que Mikasa ait ce rôle-là pour arrêter la malédiction parce qu'elle est la pièce maîtresse? On peut se poser beaucoup de questions, mais en tout cas, c'est une certitude. Ce que vit Mikasa dans le 138, c'est lié à ce que vit Armin à présent, c'est-à-dire un souvenir, des explications qui sont données par Eren. Et les explications dans le 138 étaient plus romantiques, poétiques. C'était une part, voilà, il a accordé à Mikasa ce qu'elle aurait aimé vivre, c'est-à-dire une vie à deux. Et là, ce sont plus des explications directes, explicites avec Armin. Donc, ils sont à Shiganshina, ce fameux endroit où ils se retrouvaient très souvent pour lire des bouquins, etc., rêver ensemble. Et au final, on voit la finalité, c'est que c'est tragique. Ils doivent en arriver là. Donc, Armin a du mal à comprendre. Il comprend que la finalité, c'est ça, faire de eux des héros pour que les Eldiens survivent pour un nouveau départ pour l'humanité. Et c'était l'objectif d'Eren, et effectivement, beaucoup de gens n'apprécient pas cela. Ils veulent une autre fin, un Eren qui soit combatif jusqu'au bout et pas qui se sacrifie ainsi. Mais je pense que c'est cohérent avec le fait de penser à ses amis avant tout. Voilà, c'est ce qu'il a répété depuis l'ellipse. Il tient à ses amis, ce sont ceux qui l'apprécient le plus, donc il s'est sacrifié pour eux. On a pas mal d'informations. 80% de l'humanité a été massacrée dans ce génocide, le grand terrassement. Donc, les interrogations, est-ce qu'ils peuvent se venger ou pas, ça sera pas avant un bon moment. Donc il y a, vous voyez ces phases-là, avec Armin, on voit sa surprise sur le visage, hein, un visage très marqué, beaucoup de surprises, et l'horreur autour de la finalité du grand terrassement. Mais tout de suite, il faut passer à autre chose. Et c'est ça qu'on trouve un petit peu bizarre dans ce chapitre, si je peux lui reprocher une chose, c'est que le peu de pages fait qu'on doit avancer très vite. Voilà. Et c'est ça qui est dommage, ça aurait mérité plus de développement pour que ce soit plus cohérent. C'est ce qui ressort un petit peu des fois dans les dialogues, c'est un petit peu trop simpliste. Il y a des changements de réaction trop rapides pour Armin. Alors ça pourrait être justifié par le fait que ça se passe
au travers de l'axe, donc le temps est un petit peu infini, on les voit vieillir lors de ce flashback, ça pourrait justifier cela, mais c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu. Donc, on le ressent par exemple ici lorsque Eren parle, dit voilà, je vais parler de la fondatrice, l'ancêtre Ymir. Il se met en route et voilà, il est interrompu, donc il voit comment dire, le volcan, la lave, etc. Ce sont des scènes qu'ils imaginaient tout petits, donc il y a une symbolique. Ça, c'est très bien. Il y en a beaucoup dans cet épisode, dans ce chapitre, qui répond un petit peu à tous ces événements survenus au départ du manga. Donc ça, c'est très bien. Je trouve que c'est touchant. Et voilà, c'est un petit peu étrange, on voit Eren vieillir au fur et à mesure, donc voilà, il reprend ses explications pour aller un petit peu plus vite. Alors où on en était? Ah oui, la fondatrice de 1000 ans auparavant, etc. Donc une technique pour avancer ainsi. Et la grosse information, c'est celle-ci, c'est que en fait, le roi Fritz avait cette influence sur Ymir parce qu'elle était amoureuse de lui. Et je trouve que c'est un bon ajout parce qu'on pouvait s'interroger sur celle-ci. Comment ça se fait que dans l'axe, elle continue à œuvrer pour celui-ci pendant tous ces siècles, ces millénaires? Eh ben voilà, c'était pour son amour et ça fait écho à Mikasa. Voilà l'explication, donc on y va. Cette personne-là, on voit les deux qui marchent, donc qui ont bien grandi, cette fois-ci dans les terres enneigées. Et elle a attendu 2000 ans et on pouvait s'attendre à ce que ce soit Eren. Tout le long, on pensait à lui, hein, à toi dans 2000 ans, etc. On se disait, ben voilà, c'est Eren qui a les souvenirs qui sont envoyés par Ymir. Je pense qu'elle a attendu Eren, mais c'était surtout cette personne qui pourrait arrêter la malédiction des titans. Et bien sûr, Eren, lui qui est porteur de l'originel, ça ne pouvait pas être possible, il fallait Mikasa. Donc, il y a un point commun avec Ymir, c'est qu'elle était amoureuse et qu'elle devait se défaire de cet amour. C'est un petit peu le rapport avec Mikasa. Elle n'y arrive pas au final. Un petit peu comme Ymir, elle reste bloquée dans cet amour à la toute fin de SNK, mais c'est celle qui se bat, qui va au-delà de ce sentiment pour avancer, pour mettre un terme à cette malédiction, chose que n'a pas pu faire la grande ancêtre. Donc c'est très étonnant, c'est clair. Ça a été une des surprises de ce chapitre. J'ai bien aimé. Après, je pense qu'il faut bien comprendre la symbolique, sinon ça fait un petit peu grossier si on, on prend ça tel quel, si on n'analyse pas le tout. Euh, alors oui, les mots de tête, etc. Est-ce que c'était pas justement lié à cette influence d'Ymir? Et elle a le mérite, justement, c'est une Ackerman, elle peut pas être manipulée par la royauté, elle ne possède donc pas de titan, donc elle est loin de cette malédiction, elle est plus à même de se battre contre celle-ci, donc ça aussi, ça peut justifier le tout. Et ensuite, on arrive au sentiment d'Eren. Alors, c'est très touchant parce que voilà, il fallait des explications pour ce personnage, c'était pas possible. Comme je vous le disais, on pouvait recoller les morceaux avec les différents flashbacks, mais il faut des explications en personne. Sinon, bah écoutez, c'est trop simpliste. On arrive à la fin, il y a un goût d'inachevé autour des reines, voilà, on garde cette image de l'antagoniste, et il faut revenir à ses intentions pour clôturer l'œuvre, donc c'est une bonne chose qu'Isayama ait fait cela. Donc, quels sont ses sentiments par rapport à Mikasa? C'est une chose à laquelle on arrive. Oui, aussi ses explications autour de cette tragédie. Donc, Ymir a choisi Mikasa pour ce chemin-là, et en gros, on se rend compte qu'Eren n'était qu'un rouage. Ce n'était pas lui la finalité de ce plan, c'était un simple rouage pour cet ensemble. Et Eren l'a compris, et il devait aller au bout de ce chemin-là pour la grande finalité. Et ça, il explique que ça a été très dur pour lui parce que il a été influencé, il est devenu complètement fou à voir ses souvenirs. Donc pour lui, il n'y a plus de passé, plus de futur. Il est simplement
influencé par ce flot de souvenirs et justement, on peut comprendre pourquoi à un moment il pète complètement un câble après la mort de Sacha. Il se rend compte de tout ça, il se rend compte que ses amis peuvent mourir et il se déconnecte complètement, il essaye de se déconnecter de la réalité, il commence à avoir des réactions bizarres, à cause de justement de cette influence, sur le temps quoi, qui est trop complexe à gérer pour un être humain. Alors ce passage, c'est le passage clé du chapitre aussi. On revient à Berthold, voilà, qui, on le voyait, hein, lors du flashback, il y a un petit moment, lorsqu'il arrive sur Paradis avec Rainer, Annie, face au mur, Dina passe devant lui et le laisse tranquille. On pouvait se demander pourquoi, on pouvait penser aux sentiments de Dina par rapport à Grisha, etc. Ben en fait, non. C'est l'horreur, c'est Eren qui devait garder Berthold en vie pour cet ensemble, et il a envoyé Dina dévorer sa mère. Une horreur absolue, donc là, vraiment, ça m'a arraché un cri, ce passage. J'ai été complètement choqué, je me disais, Isayama est en train de faire un truc de malade, mais déception, voilà, on tourne, on change de page, et on passe tout de suite à autre chose. Et ça, c'est tellement dommage. Ça aurait mérité une double page ou deux, trois pages en plus pour montrer l'horreur. Voilà, revoir cette scène-là, mais d'un autre œil et de voir peut-être la tristesse dans le visage des personnages, etc., la souffrance. Mais là, en fait, il passe tout de suite à autre chose. Le sourire d'Armin, ça sonne un petit peu grossier. Voilà, c'est un petit peu trop facile. On va tout de suite de l'avant. Allez, il faut terminer l'œuvre. Et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu bizarre. Alors, c'est pas non plus dramatique, mais c'est un petit peu ce que j'ai ressenti avec ce chapitre. Mais en tout cas, encore une fois, on retrouve cette spécialité d'Isayama. Mettre des indices par-ci, et il l'a fait à un autre moment de ce chapitre-là, et avoir des explications bien plus tard. Et pour ça, il est très très fort. Bravo. Donc, on continue. Il se retrouve face à la mer, et voilà, on revient au sentiment de Mikasa. Et ce qui est très touchant, c'est d'avoir enfin un Eren qui montre son humanité, qui quitte ce visage qu'il a suivi pendant très longtemps à Eldia, depuis qu'il a fait cette nouvelle coupe de cheveux. C'est-à-dire que voilà, il était inexpressif, il essayait de se détacher de toute humanité, rester très froid. Et bien là, il craque. Donc on a la symbolique. Ce Eren-là craque, on le voit, et il ne veut pas que Mikasa passe à autre chose. C'est terrible aussi comme propos. Euh, on peut être un petit peu surpris. Alors oui, sur la première lecture, je me suis dit c'est la confirmation des sentiments d'Eren pour Mikasa. Je vous avoue que je suis plus autant catégorique. Je pense qu'au début de l'histoire, Eren n'était pas amoureux de Mikasa. Je pense que ces sentiments ont commencé à apparaître lorsque celle-ci était toujours attachée à lui, malgré le fait qu'il commençait à dévier. Voilà. Donc on le voit dans le désert, notamment, il pose la question à Mikasa, pourquoi tu tiens à moi, qu'est-ce que je représente pour toi? Il voyait dans son esprit, il savait, je suis en train de devenir une ordure, je vais devenir une ordure, un tueur, un génocidaire, un assassin, un meurtrier de masse, mais elle tient toujours à moi. Et donc, je pense qu'il a commencé à avoir des sentiments, et surtout là, ce caprice, on peut appeler ça comme ça, hein, cet égoïsme qu'il garde pour lui au final, il ne veut pas qu'elle passe à quelque chose d'autre, qu'elle aime quelqu'un d'autre que lui, parce qu'il aimerait qu'elle restait dans son esprit pendant toute sa vie. Voilà. Et de vivre, c'est un petit peu une métaphore, dans son esprit. Il ne veut pas qu'on l'oublie. Voilà, lui qui va se sacrifier, et ça, c'est vrai, c'est la part très tragique de ce chapitre. On a les explications d'Eren et c'est réussi, et on comprend qu'il ne veut pas faire tout ça. Même à la toute fin, il ne voulait pas. Il devait le faire, il était obligé, c'était un engrenage, et il ne veut pas mourir. Il ne veut pas de cette fin-là, mais il est obligé. Donc, il dit même à Armin, garde ça pour toi, ne partage pas ça avec Mikasa. Et je ne veux pas mourir. Je veux être avec vous, Mikasa, tout le monde. C'est très troublant. C'est ça que j'aime bien, voir cet Eren-là,
d'une autre façon, d'un autre regard. Et Armin qui lui dit, ben voilà, on peut essayer, parce que ce passage se déroule encore au début du grand terrassement. C'était le lendemain, si je dis pas de bêtises, donc c'était pas encore terminé. Il y a peut-être une autre solution. Et lui, il lui dit, je ne peux pas, parce que on ne me pardonnera jamais. Et eux aussi, ces gens que j'ai massacrés ne voulaient pas mourir. Donc qui je serais pour reculer? Vraiment une part de tragédie énorme, et on voit justement cette double page avec les conséquences du grand terrassement. Je trouve le visage d'Armin dans cette double page très réussi là tout en bas, vraiment très expressif comme Isayama sait bien le faire. Une métaphore assez morbide hein, autour de ces restes humains qui vont être dévorés par les insectes euh, qui peuplent la terre. On voit hein, ce sang de partout, une horreur. Et on revient, voilà, ce troll de Mikasa, de Isayama, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, hein, bah, la toute fin, la dernière case, c'était pas celle-là, voilà. C'était avant, c'était dans le chapitre, donc ça, je suis content. On avait bien fait juste dans nos théories, c'était tout simplement Grisha, on avait la réponse depuis un moment. C'est lui qui tient Eren bébé, bébé, oui, j'en perds mes mots. C'est lui qui le tient, qui lui dit tu es libre. C'est un passage très intrigant. On le voyait hein, déjà auparavant, on voyait la tenue, la coupe de cheveux, tout correspondait. Mais Eren dit je ne sais pas. En fait, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, et même là, il se rend pas compte pourquoi. Et on voit Grisha même qui lui dit tu es libre. Ce qui n'a aucun sens, Eren qui vient de naître. Donc, on dirait qu'il y a une influence externe, je dirais celle de Ymir, parce que même Eren ne le sait pas, il ne comprend pas pourquoi, et je pense que c'est peut-être Ymir au travers de cet engrenage qui recommence, c'est-à-dire Eren qui envoie des souvenirs au début, au travers de Grisha et j'en passe, il revit cette histoire-là dans son point de vue, attention, il faut bien comprendre ça, c'est dans son point de vue avec l'assaillant, donc c'est peut-être Ymir qui intervient, qui l'influence dès le plus jeune âge. Pour l'instant, c'est mon interprétation. En tout cas, c'est ainsi peut-être que Grisha est influencé aussi au travers d'Eren. Il se passe peut-être ce message à la toute fin, voilà, toi qui nais au tout début, ben, tu es libre, à la fin tu seras libre, le monde le sera, tu seras libre de cette malédiction des titans. Voilà comment on peut voir les choses. Alors, on repasse en mode flou. C'est pas l'objectif hein, de vous montrer tout le chapitre. D'ailleurs, si vous lisez la version en scan, n'hésitez pas à acheter la version démat du chapitre pour remercier l'auteur, c'est très important pour son travail. Donc le passage très troublant où il va falloir se quitter, et oui, donc on comprend qu'il supprime les souvenirs d'Armin pour lui redonner à la toute fin, donc il y a cette part, encore une fois, dramatique, mais j'ai trouvé ce passage un petit peu absurde. Merci Eren de devenir un tueur de masse pour notre bien. Cette réplique-là, j'ai du mal à la digérer. Euh, je sais pas. En fait, le chapitre est tellement court que Armin doit accepter. Alors oui, ils sont dans l'axe, c'est une infinité, etc. Mais pour nous, en tant que lecteurs, ça sonne un petit peu faux. C'est le ressenti que j'ai. Et cette réplique-là, je l'apprécie pas des masses. Voilà, j'aurais aimé peut-être que ce soit dit différemment, parce que au début, il n'accepte pas, et là, d'un coup, il accepte. Voilà, donc c'est un petit peu facile, je trouve. On laissera pas tout ça aller dans le néant, donc ils se prennent dans les bras, encore une fois, beaucoup d'émotions, et on revient au présent. Donc on a ce coquillage, est-ce que c'est pas un lien par rapport à Annie, ce fameux coquillage qu'on voit? Est-ce que c'est pas lié à elle, justement, ce retour au présent avec cette scène où on les voit sur le bateau? Et ça, encore une fois, c'est magnifique, c'est un indice avant l'heure. Isayama, parce que je suis retourné à ce chapitre-là, le 131, si je dis pas de bêtises, où on voit à la fin Armin sur le bateau avec Annie, et il y a une connexion avec Eren. Il voit Eren petit dans l'axe, et on comprenait pas, on croyait que c'était Eren simplement par vantardise qui disait à Armin, voilà, tu vois le résultat, etc. Et en fait, c'était autre chose. C'est une vision qui a été altérée, les souvenirs ont été supprimés. Il y a cette connexion qui s'est interrompue, Armin qui est là,
qui reprend ses esprits. Et on a l'explication dans le 139. Donc là, chapeau, maestro, bravo Isayama, il est trop fort là, pour ça, vraiment, c'est... Je vous le dis, en tant qu'auteur, je me rends compte à quel point c'est difficile de faire ça, donc bravo à lui, il est très 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 doué pour ça, il met des indices et il nous surprend par la suite, c'est complètement fou. Alors, la facilité scénaristique, oui, le parasite n'aura pas fait long feu. On ne le voit pas dans ce chapitre. C'est l'une des pertes. C'est peut-être la seule mort de ce chapitre-là. Voilà. Eren qui est déjà mort depuis le 138. Donc voilà, il a simplement disparu avec Eren. Certes, le manque de pages justifie ce développement. Et oui, je pense que cette symbolique autour du chiffre, autour du chapitre 139, c'était pas judicieux, voilà. Certes, c'est faire celui qui a tout prévu, etc., mais ça aurait mérité plus de développement, je trouve, pour SNK et pour la fin de cette histoire. On continue, donc tout le monde s'en sort. On a cette page qui m'a fait pleurer, voilà, où on voit Mikasa qui tient Eren et Armin qui a ce cri qui pleure, voilà, horrifié par la vision finale, qui retrouve ses esprits. Donc je trouve que c'était très réussi, ce passage-là, euh, très touchant. Notamment les pleurs juste après, j'imagine bien ça en animé, comme je l'avais dit sur le stream, c'est-à-dire soudainement le son qui est totalement coupé, Armin qui crie mais on l'entend pas. Ultra dramatique, un petit peu comme avec la mort de Sacha d'ailleurs. Et Mikasa qui reste de marbre. Ça m'avait surpris. Elle reste très lucide parce que je pense que elle a un petit peu eu la vie qu'elle voulait avec Eren au travers de ce souvenir dans le 138. Donc elle est un petit peu moins touchée. C'était un petit peu son rêve. Donc voilà, ils se souviennent tous, et c'est pas tout, donc voilà, tout le monde s'en sort, voilà, on y est à cette fameuse double page, hein, on voit les Eldiens, on voit Gabi, on voit Jean, Connie, Rainer, même les Shifters, tout le monde s'en sort. Donc c'était un mélange d'émotions, la tristesse juste avant, et là d'un coup la joie, ça a été un petit peu bizarre, alors on voit des flammes au loin, un petit peu étonnant. À quoi ça correspond? Est-ce que c'est pas lié à la mythologie nordique? Je crois que c'est une des choses qui doit se passer à la fin, mais Isayama n'a pas tout suivi complètement. Alors voilà, ils se souviennent tous, ils ont eu tous un souvenir, c'est ça qui est fort. Ça aussi, c'était une des théories que je vous avais proposées. Eren qui balançait des souvenirs à tout le monde, donc même Rainer, Connie, hein, voilà, Eren qui lui dit que sa mère redeviendrait humaine. Voilà, ils ont tous eu un souvenir, même Annie, si ce n'est Pique. Moi aussi, je voulais lui parler. Donc les retrouvailles aussi, on voit beaucoup de retrouvailles entre Annie et son père, donc ça doit être très rapide, hein. Voilà, c'est en 3 cases. Falco qui retrouve Gabi. Ça aussi, la symbolique, elle est très forte ici avec Levi qui voit les anciens membres du bataillon. J'ai beaucoup aimé ce passage, c'était vraiment en classe, parce que on les voit pour une dernière fois et ils font le salut, bien sûr, euh, le salut d'adieu, et c'est terminé et on voit plusieurs choses. On voit le logo du bataillon qui disparaît comme avec le reste. Donc c'est très étonnant. On se disait que c'était juste dans la tête des personnages, mais est-ce que c'était pas une connexion au travers de l'axe plus forte que le reste? C'est-à-dire que voilà, ils sont pas censés se voir, mais ils se voient par rapport à leurs liens, etc. Et surtout qu'ils ont toujours eu ces yeux assombris comme les habitants de l'axe. Et voilà, une fois que c'est terminé, ils disparaissent, cette malédiction, et on voit même Levi pleurer. Donc une part d'émotion. Encore une fois, tout est fait pour nous faire pleurer. Sacha, à la fin, avec son sourire, qui disparaît avec les autres. Très drôle, Gabi et Falco qui se retrouvent, on dirait un German souplex, là, ils s'envolent tous les deux pour nous faire sourire un petit peu. Alors j'avais trouvé cette réplique un petit peu bizarre, mais après coup je l'ai bien comprise. Maman, je n'ai plus le pouvoir du titan cuirassé.
Et en gros, c'est un petit peu une honte pour lui. Voilà, je ne suis plus un soldat marre. Hein, ça y est, j'ai plus ce pouvoir-là. Et elle lui dit, ben en fait non, je suis contente. Voilà. Et sur le premier coup, j'avais pas compris. En fait, elle veut son fils comme ça. Elle aime son fils comme idée. Elle n'a pas besoin qu'il ait des pouvoirs, cette malédiction-là. Et elle regrette. Donc ça touche Rainer en plein cœur. Et Mikasa qui s'en va. Donc elle a une fin à part, un petit peu solitaire comme son personnage. Euh, c'est ça qui est un petit peu triste, c'est qu'elle ne va pas de l'avant. Voilà. Elle s'en va, elle reste avec Eren, cette part morbide, elle va l'enterrer. Et Armin qui a un dernier rôle à jouer. Avec. Donc j'ai bien aimé ça aussi, cette case-là. Avec Mikasa, son sourire, elle est très lucide. Elle est vraiment très lucide et elle s'en va. Elle a le beau rôle. Et voilà, on a la confrontation entre le commandant Muller et les autres personnages. Alors, je vous l'ai dit, ça me fait penser à la saison 1, lorsqu'on demande à Eren est-ce que tu es un titan ou un humain. Euh, et c'est là toute la part philosophique du chapitre qui commence. Voilà, l'homme refait les mêmes erreurs. Le commandant Muller qui se plaignait, enfin, qui implorait, qui demandait pardon pour ses erreurs quelques chapitres auparavant. Et ben là, il refait les mêmes erreurs, il tombe dans le piège, ben voilà. Les Eldiens sont faibles maintenant, ils n'ont plus cette capacité, et ben ils sont prêts à les tuer pour leurs propres intérêts. Ils ont vu qu'ils ont lutté pour l'humanité, mais ça leur suffit pas. Donc c'est vraiment terrible comme passage. Et voilà, la boucle qui se répète, l'homme qui est terriblement stupide, et c'est pas lié qu'à SNK, même dans la vraie vie. Heureusement, c'est ça le message de cette œuvre. On peut réfléchir, on peut aller de l'avant, on peut pas, on n'est pas obligé de rester coincé dans cette bêtise-là. C'est ça que veut dire cette œuvre. Il faut bien sûr la comprendre à la fin. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont être bêtes. Voilà, il y a des gens qui vont rester enfermés dans leurs premières idées, dans des idées primaires, dans la haine, dans le racisme, dans la violence, dans des raisonnements très basiques. Et il y en a qui vont aller de l'avant, qui vont essayer d'aller au-delà, qui vont faire preuve d'intelligence, et c'est possible pour chacun, mais faut-il vouloir le faire? Et ces personnages-là, bien sûr, refont un petit peu les mêmes choses, les erreurs d'antan. On a Armin qui vient faire son fameux discours. Je vous avoue que j'ai été déçu, parce que pour moi, ce n'est pas convaincant. Il y a deux cases. Alors ok, nous, s'il y aurait quelqu'un parmi nous qui aurait encore le pouvoir des titans, on l'utiliserait pour nous protéger, parce que vous pointez des armes sur nous, donc ce qui prouve que nous sommes des humains sans, euh, sans des humains faibles, voilà. Donc c'est notre preuve pour dire que nous sommes juste humains maintenant. Je trouve, bon, c'est moi qui l'ai un petit peu traduit à la va-vite, mais c'est un petit peu grossier, je trouve. Et qui es-tu? Je suis Armin, celui qui a tué Eren, donc il endosse ce rôle, il faut le faire. Eren s'est sacrifié, ils doivent prendre ce rôle de héros. Voilà, on a tué le titan assaillant, Eren Yeager, et je fais partie de l'île du paradis. Voilà. Donc, on a ce fameux monde d'après que je vous avais décrit, voilà, hein, c'était obligé pour terminer SNK. Donc, on voit le fameux bébé qui est une petite fille qui a 3 ans maintenant, la fille d'Historia qui était un leurre, voilà, tout simplement, la fille du fermier, voilà, c'était bien ça. Historia qui raconte l'histoire, Historia. Voilà, vous avez l'explication. Encore une fois, du foreshadowing, et je m'en suis rendu compte sans faire exprès, là, avec cette phrase-là. À la toute fin, on comprend le sens de son nom. Elle raconte un petit peu l'histoire de l'attaque des Titans. Et Armin qui lit cette histoire-là. En gros, elle, c'est un petit peu l'auteur. Elle va un petit peu laisser ses mémoires pour les générations futures. Et Armin, c'est celui qui lit quelques instants après l'œuvre d'Historia, l'histoire. Donc, ce qui est surprenant dans ce monde d'après, c'est qu'on voit qu'il y a plein de réfugiés. Le monde, bien sûr, est détruit, donc il se reconstruit doucement. Il doit avoir que peu de terres habitables, donc beaucoup de réfugiés. Paradis qui endosse ce rôle terrible de se liguer les pro-Eren qui forment une armée et qui pensent à s'agrandir en devenant de plus en plus nombreux, en conquérissant d'autres territoires, on imagine.
Donc voilà, les mêmes erreurs qui se répètent, comme Mar, ils font la même chose, expansionnisme, on va s'agrandir, on va attaquer ceux qui sont autour, et voilà, la haine persiste, encore une fois, c'est ça qui est terrible, entre Eldia et Mar, et Marley. Voilà, c'est même à la toute fin de l'œuvre, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, voilà, on refera pas les mêmes erreurs, et ben, ils les refont, et c'est ça surtout le drame, on peut se dire, l'attaque des Titans, là, se termine très bien. Avec, ils sont tous en vie, tout se passe bien, mais en fait, non, la guerre va reprendre, sauf que on va pas la voir. Voilà. L'horreur de la toute fin, je pense que c'est même encore pire que tout le reste. Oui, des personnages qu'on apprécie qui meurent, c'est choquant, mais là, de se dire que voilà, la guerre va continuer, il n'y aura pas de paix encore, l'être humain n'en est pas capable, semble-t-il, très souvent, c'est vraiment terrible. Donc eux, ils se sentent menacés, on doit s'agrandir, ils se sentent menacés par ceux qui sont de l'autre côté de la mer. Et voilà, on voit Hitch notamment, d'autres personnages qu'on voyait, hein, les pro-Jaeger dans l'animé, dans la partie 1, à la toute fin, ils sont là. Tatakai, Tatakai, voilà cette phrase qui est reprise d'Eren jusqu'à la toute fin, qui c'était déjà le cas bien auparavant, souvenez-vous, hein, dans cette fin de partie 1, ben voilà, c'est devenu un slogan, mais qui va être détourné, même l'idée de base, c'est ça qui est terrible. Eren qui s'est sacrifié, mais pas pour ça. Ils n'ont même pas compris son message, ça va être réinterprété, et voilà, ça va être de la propagande, peut-être du fascisme, ça va dépasser beaucoup de limites, et ça risque d'aller dans la mauvaise direction. Alors il reste la reine qui est lucide, Historia, mais on imagine qu'elle ne peut pas tout gérer non plus, aussi elle peut être renversée, il peut se passer beaucoup de choses, des coups d'état et j'en passe. Euh, Ce combat ne s'arrêtera pas tant que les Eldiens ou le reste du monde ne seront pas supprimés de la surface de la Terre, si j'ai bien traduit. Donc c'est vraiment terrible. Alors moi je vous ai dit Mar et Eldia qui se disputent, peut-être que c'est pas vraiment ça. Ouais. Peut-être que j'ai mal compris, ça a été mon interprétation à moi. C'est peut-être les autres nations. Je pensais avoir lu Mar. Alors c'est peut-être d'autres nations, mais en tout cas, on ne sait pas. Une part de mystère, est-ce que Mar et Eldia se sont alliés? En tout cas, Eren leur a donné la possibilité d'essayer de changer les choses. Encore une fois, on revient à ce message-là, c'est-à-dire que l'important, c'est d'essayer de changer, d'essayer au moins de le faire, et pas de rester dans ce fatalisme et d'accepter les choses comme elles viennent dans cette société. Ben voilà, c'est comme ça, ben on le fait et puis c'est tout. Et trop souvent on pense comme ça au quotidien, on se dit la société est comme ça, eh ben, moi aussi je rentre dans le tas, je fais comme tout le monde et je vais penser comme tout le monde, et je vais pas essayer de remettre les choses en question et d'avoir un esprit critique. Voilà ce qui manque, et c'est un petit peu ce que font ces personnages là, on le voit juste après avec, voilà, ils ont grandi, la classe, ils ont glow up, comme vous dites les jeunes. Et oui, c'est ça. Voilà, donc on les voit un petit peu mieux comme ça. Ils ont glow up chacun de leur côté, euh, et ils continuent leur combat. Donc il y a une petite part d'humour. La malédiction des Titans est terminée, ils sont toujours en vie. Mais il y a toujours une part de drame. C'est-à-dire que voilà, Annie l'aborde. Est-ce que les choses vont bien se passer? Ils ont détruit les murs, donc il ne devait pas en rester grand-chose après que les Titans soient partis. Ils ont trahi Paradis, les pro-Eren, donc ils ont tué Eren. Et maintenant, ils servent d'ambassadeurs, donc ils sont même plus tellement bienvenus au sein de Paradis, c'est ça qui est terrible. Eux, ces gens qui faisaient partie des leurs, eh ben maintenant, ils sont un petit peu neutres, ils sont plus les bienvenus auprès de Paradis. À l'extérieur, à voir quel est leur rôle, comment ils sont perçus. Vu que ce sont des ambassadeurs pour les négociations, ils doivent être bien perçus à l'extérieur, mais plus chez eux. C'est vraiment terrible, l'idiotie qui suit l'être humain jusqu'au bout. Mais il y a Historia qui a ce rôle-là, entre les deux côtés, donc il y a vraiment ce doute, est-ce qu'on va se faire attaquer? Maintenant, ils n'ont plus de pouvoir, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Ils n'ont plus de pouvoir pour se défendre, s'ils se font attaquer, c'est la fin pour eux, hein. Il reste des êtres humains normaux. Et le message est très philosophique de la part d'Armin.
Et, alors, je vais remettre ça. If they see us. Alors, s'ils nous voient tous ensemble comme ça, tout le monde se posera, voudra sûrement savoir ce qu'on a vécu. Voilà. Donc, comment ça se fait qu'ils sont tous ensemble après avoir été des ennemis? C'est un petit peu un message, un symbole pour le reste de l'humanité, leur prouver qu'il est possible d'aller au-delà de la haine. Voilà. Donc on voit Levi, on voit Annie et Falco qui ont bien grandi, Onian Copon, Levi avec son œil en moins, hein, qui a les... C'est un petit peu le guerrier, hein, le symbole du guerrier, les résultats, hein, le combattant rescapé, complètement détruit par la guerre qui n'apporte rien de bon, on le voit, qui détruit l'humain. Et encore cette symbolique autour d'Eren, avec l'oiseau qui vient lâcher une plume, donc un message pour Armin et un message pour Mikasa un petit peu plus tard. Euh, donc à savoir, pour certains vont se dire, voilà, Eren est toujours en vie, on voit encore l'oiseau. Non, il est bien mort, c'est terminé. Je pense que c'est encore une fois une métaphore, une image. Peut-être qu'Eren a contrôlé un oiseau avec l'original, allez savoir, parce qu'il y a ce lien. Est-ce qu'il peut d'ailleurs contrôler ce genre d'être vivant? C'est la bonne question. Sinon, c'est simplement symbolique, hein. Soit c'est une volonté d'Eren avant qu'il meure, pour laisser une sorte de symbole, mais c'est peut-être surtout une métaphore. Voilà. Quelque chose qui intervient à ce moment, qui permet à ces personnages-là d'arriver à une conclusion. Donc on voit Mikasa, encore une fois, ça aussi qui est terrible, à côté de la petite tombe d'Eren. Et à ce qui paraît, certains l'ont vu dans le chapitre 1, il y a une petite croix autour de l'arbre dans le chapitre 1 qui pouvait correspondre justement à cette mini-tombe. Elle est toute petite, donc c'est normal qu'on la voyait pas. Euh, Après, c'est vrai que dans le chapitre 1, on ne voit pas... Non, on voit l'arbre au début. Non, ça, c'est pas bon. C'est un abonné qui m'a dit ça, mais je suis en train de me rendre compte. Dans le chapitre 1, on voit l'arbre au début de l'œuvre, donc il n'y a pas cette tombe-là. Alors peut-être que c'était une croix, un indice de la part d'Isayama, c'est peut-être ça qu'on a voulu me dire. En tout cas, Mikasa qui a aussi vieilli, mais qui a gardé, qui n'a pas bougé, qui a gardé son écharpe, cette tenue-là qu'elle avait dans le rêve avec Eren, et qui n'arrive pas à l'oublier. C'est un petit peu ce qu'il voulait, donc elle n'arrive pas à aller de l'avant, c'est terrible, hein, c'est ultra triste. Et l'histoire se termine autour de Mikasa, l'un des persos les plus populaires. Donc, chose logique, après la perte d'Eren, c'est vrai qu'il y a Mikasa, qui est très 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 appréciée. Et elle a toute cette tristesse, ça y est, elle pleure maintenant, et on a l'écharpe qui tombe, mais cet oiseau qui revient et qui lui remet l'écharpe sur elle. Donc c'est un petit peu, encore une fois, Eren, hein, qui veut pas qu'elle l'oublie, pour lui donner un petit peu de courage peut-être. Une symbolique, encore une fois. Et c'est la fin de l'attaque des Titans. Donc c'était pas la page qu'on attendait du tout. Merci de m'avoir entouré de cette écharpe, d'avoir entouré cette écharpe autour de moi. Et on ne voit pas l'oiseau en entier, c'est ça qui est très intriguant. Je pensais qu'il manquait une page au début. Voilà, la dernière page de SNK. Ça peut laisser sur notre fin parce que c'était pas ce qu'on attendait. Alors je vais remercier... Ah, le petit bug. Bon, je voulais remercier les membres Tipeee, mais ça bug, je sais pas pourquoi aujourd'hui. En tout cas, merci pour les membres soutien sur Tipeee et sur YouTube, notamment Amax, Thierry, Anonyme. Et écoutez, on va clôturer autour de cette review qui a été plus longue, c'est la dernière, donc c'est normal. Merci de m'avoir suivi, hein, ça n'a pas été très long, on n'a partagé que 4 chapitres ensemble, mais ça a été un vrai plaisir, et ça va continuer avec d'autres œuvres, c'est mon objectif. Voilà, on peut avoir cette part de déception, parce que effectivement, à la fin, on s'attendait pas à ça, on aurait aimé que les choses se passent différemment, c'est très triste comme fin, mais c'est pas non plus dramatique autour des personnages, c'est plus dans le contexte. Euh, Ça laisse aussi une certaine ouverture, donc ce qui peut causer de la frustration chez certains, parce que voilà, c'est un petit peu ouvert quand même si
c'est une bonne fin, je trouve, mais ça reste un petit peu ouvert parce que le conflit va continuer après et on ne sait pas ce qu'il va se passer. Peut-être qu'un jour on aura un spin-off ou je sais pas, quelque chose pour montrer ce qu'il peut se passer, mais bon. C'est sûr que SNK est une œuvre ultra populaire et c'est probable que ça continue encore, qu'on nous propose du SNK de différentes façons avec des light novels, des OAV, etc., etc., des films et j'en passe. Donc merci de m'avoir suivi et je ferai d'autres vidéos sur SNK de temps en temps, mais on va passer à autre chose, d'autres mangas, d'autres animés, d'autres œuvres, et jusqu'à vous proposer aussi ma propre œuvre, je l'espère un jour. Merci tout le monde, et à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.